Je m'appelle Marvin Diaye, j'ai 27 ans et je vais vous raconter comment je suis passé de cuisinier fauché à multimillionnaire avec mes entreprises dans l'agroalimentaire. Quand j'ai créé Fresh Home, ma vision était simple, c'est de créer des plats livrés directement à domicile pour sportifs. À 25 ans, j'avais 100 personnes qui travaillaient pour moi. Tous mes premiers clients et toutes mes premières livraisons, je les faisais avec ma voiture. Et donc elle a fini, la pauvre, avec je crois 280 000 km. Combien d'entreprises aujourd'hui en totalité? Mais les gens n'ont pas vraiment compris le système économique dans lequel on vit, où on se demande pourquoi il y a autant de taxes pour sortir l'argent. Après, je peux te dire qu'à l'école, j'étais un cancre. J'ai commencé en fait la cuisine dans la cuisine de ma mère. Donc moi, j'ai vraiment commencé avec 1500 €, pas plus. Ça, c'est le livre. J'ai pas peur de faire les petites actions de merde. Je peux être en train de racheter une boîte, plusieurs millions, et en même temps, je peux me voir à 2 h du matin en train d'aller aider un de mes ouvriers à faire la soupe. Est-ce que tu as ressenti du racisme en tant que noir dans l'entrepreneuriat? C'est ça que je reproche beaucoup aux gens de Dubaï. C'est une très mauvaise idée pour plusieurs raisons. Moi, j'ai donc commencé pauvre. Puis mes parents, pendant une période de ma vie, ont gagné beaucoup d'argent. Et puis pour finir, en faillite. Mon père, du coup, lui en est décédé. Il y a un aspect de moi qui a été traumatisé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale parce que c'est une vidéo que j'ai réalisée avec un ami à moi qui s'appelle Emeric. Emeric, en fait, est venu en Belgique et m'a interviewé. Et il m'a posé énormément de questions qui, je pense, peuvent vous aider dans vos réflexions business et même dans votre quotidien en tant qu'entrepreneur. Alors, j'ai beaucoup hésité à poster cette vidéo, puis je me suis dit qu'en fait, ça allait pas mal vous apporter de valeur. Et donc, n'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire et mettre un like si ça vous plaît. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Peace. Aujourd'hui, je quitte la Suisse, direction un pays dans lequel j'ai jamais mis les pieds, la Belgique. Je vais à Bruxelles pour là-bas faire la rencontre de Marvin, un entrepreneur qui a un succès mais juste de malade. Et ce qui est super intéressant avec son parcours, c'est qu'il a connu pas mal de difficultés. Avec sa famille, il a eu la pauvreté, la richesse, il a vécu aussi la faillite, le décès de son père. À chaque fois, il a su faire face, se relever et il a créé son entreprise. En tout cas, il l'a démarré dans la cuisine de sa mère. Et aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est devenu. Donc il va nous raconter son parcours, son histoire, comme ça pour toute personne qui veut entreprendre ou qui entreprend déjà, et cette vidéo, c'est une réelle pépite. Mais avant, pour ceux qui me découvrent, moi c'est Emeric MB, j'ai une boîte où avec mon équipe, on accompagne les personnes qui ont le projet de venir travailler en Suisse. On sélectionne des personnes qui ont une compétence, qui ont de l'expérience, qui veulent augmenter leurs revenus, avoir une meilleure qualité de vie, davantage d'opportunités. Ça se passe via le premier lien qui est en description pour réserver un appel qui est totalement gratuit. Et puis moi, je vais surtout me dépêcher pour quitter ce beau ciel bleu, direction la Belgique. Je sais pas du tout comment ça va être. Allez, je vais prendre l'avion. Marvin, comment vas-tu? Écoute, mieux que le temps, et toi, Emeric? Et ça va très bien aussi. De toute façon, c'est pas difficile de faire mieux que le temps, puisqu'ici en Belgique, tu me disais en off, 1 jour sur 3, il pleut tout le temps. Oui, malheureusement, ça ne fait pas partie des qualités du pays. Je m'appelle Marvin Diaye, j'ai 27 ans, je suis marié, papa d'un incroyable petit garçon et je suis également entrepreneur dans le secteur de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, tu as un gros succès, si je me trompe pas en tout cas. Je sais que tu m'as montré des photos du Premier ministre, de machin chose, de plein de gens que je ne sais même pas qui c'est, mais de gens visiblement en Belgique qui sont assez célèbres, qui carrément viennent te voir. Oui, j'ai la chance d'avoir pas mal de visites politiques suite au développement du coup de ma première entreprise. Mais non, tout ça a démarré en fait à la base. Donc moi, je viens donc d'un petit village en Belgique. J'ai des parents en fait qui ont été entrepreneurs. Alors j'ai une histoire un peu particulière parce que du coup, peut-être c'est arrivé à d'autres personnes, mais moi j'ai donc commencé pauvre, puis mes parents pendant une période de ma vie ont gagné beaucoup d'argent, et puis pour finir en faillite. Okay. Donc en gros j'ai connu un peu, tu vois, tous les extrêmes. Mais ce qui m'a permis de voir un peu le plus bas et le top de ce que j'avais comme vision du top de l'époque. Et donc à ta naissance, ils étaient pauvres du coup. Ouais. Enfin, pauvre pour moi c'est une classe moyenne. Enfin genre en gros ils étaient pas pauvres pour moi. Pauvres. C'était pas la rue non plus. Non, voilà. Par contre après la faillite ils étaient vraiment pauvres. Mais ils ont fait succès dans quoi? L'immobilier. Tu sais, en Belgique. Ouais, tu sais, à l'époque, je pense partout dans le monde, t'achetais de l'immobilier pour pas très cher, entre je pense 2000 et 2010, enfin 2008 plutôt, avant la crise. Et en fait, en réalité, t'avais une exponentialité qui était énorme en achetant de l'immobilier. Donc, sans être réellement très bon en business, tu pouvais commencer à développer des fortunes intéressantes. Comment alors ils ont fait faillite? Parce que c'est marrant, tu as vraiment vécu tous les extrêmes. Ouais, en fait, de manière assez classique, déjà c'était des gens qui n'étaient pas entourés, pas préparés pour un niveau de succès, parce qu'ils ont quand même eu un gros niveau de succès dans ce qu'ils ont fait, et qui surtout en fait n'anticipaient jamais le pire. C'est des gens très positifs, mes parents. Et du coup en fait, pour te donner un peu d'aspect technique, en gros sur leur dernière acquisition, ils devaient faire 30 appartements pour pouvoir rentabiliser, donc avoir 30 loyers. Et malheureusement, ils n'ont jamais eu les permis de ce gros bâtiment-là. Et donc, ce qui fait que au bout d'un moment, ils avaient leur mensualité des appartements classiques qui permettaient de payer. Mais quand les 30 sont arrivés en mensualité et qu'ils n'ont jamais eu les revenus pour, là, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, donc on appelle ça faillite. Je pense qu'il y a un aspect de moi qui a été traumatisé, c'est clair, parce que quand tu passes d'aller au karting le dimanche à devoir donner de l'argent à tes parents pour mettre dans les bidons de chauffage
donc du Ah oui, pétrole. ça a donc- vraiment descendu, quoi. Ouais, bah ils avaient plus de revenus. Tu sais, c'était faillite personnelle. En plus, mes parents, ils avaient pas de société. Ils connaissaient vraiment rien. Donc tout était en perso. Mes parents étaient très. Je vais pas dire sévères, on était entre la méchanceté et la sévérité. Ok. Parce que ma mère, plus tard, m'a dit désolé, quoi, parce que. Ah, et c'est même excusé Ouais, de ouais. tellement ça a été sévère ton enfance. Ouais, c'était un peu hardcore. Mais c'est pas de leur faute. Parce qu'en gros, j'étais leur premier enfant. C'est pas facile. Enfin, tu sais, plus, Ouais. plus le temps passe, plus je me rends compte que la vie, elle est pas simple pour tout le monde. C'est certain. Et on n'a pas tous les mêmes capacités. Comment ils ont vécu le fait de passer de pauvre à beaucoup plus d'argent, à de nouveau pauvre? Très mal. Ouais. Mon père, du coup, lui, en est décédé en 2015. Ah ouais, d'accord. Et c'est là qu'il m'a donné. Il est du coup- décédé de ça? Ouais, décédé. Oh. Donc, divorce, décès. Ma mère, jusqu'aujourd'hui, fait de son mieux. Donc voilà, mais c'est pas facile parce que derrière, ça t'abîme hein, dans ta personne, dans ton estime de toi. Après cette faillite, qu'est-ce que tu as fait? En fait, j'ai commencé à travailler du coup assez tôt, à 14 ans, tout simplement parce que, enfin même à 12 ans, techniquement, je faisais de la prospection. Donc je vendais des lasagnes et des bics pour payer mes voyages scolaires. Et ma mère m'a rapporté une histoire qui était très intéressante, c'est que j'avais tellement gagné d'argent dans la vente de lasagnes et de bics que j'ai pu même payer le voyage scolaire d'un autre enfant qui n'avait pas les moyens. Mais attends, mais à quel moment, à 12 ans, moi je regardais Harry Ah ouais. Potter à 12 ans, en fin de l'histoire. Hein. Non, mais tu sais, on avait tous, enfin en tout cas en Belgique, on avait la possibilité d'aller toquer aux portes des voisins Ah, et de pouvoir gagner 3 euros si tu vendais une lasagne ou 2 euros si tu vendais une lasagne. À l'époque, tu D'accord. vendais encore des lasagnes 2 ou 3 euros. Ouais, Aujourd'hui, je mais pense c'est plus que ouf. ça existe. ok. Et donc, en gros, j'allais toquer aux portes et je faisais les rues et je toquais. Et ça et c'était je vendais. légal, Mais 100%. Ah ouais. Ça finançait les voyages du coup étudiants. Et donc vu que mes parents n'avaient plus les moyens à ce moment-là de financer mes voyages étudiants, moi je toquais aux portes. Et donc voilà, tu sais à l'époque j'ai fait peut-être l'équivalent de 600 ou 900 euros. Que déjà, tu avais une certaine appétence pour la vente. Ouais, T'étais plutôt déjà bon. Je crois que j'aimais bien vendre effectivement. Moi j'ai toujours fait les brocantes étant plus petit. Donc je sais pas si tu sais ce que c'est les brocantes. Ouais, bien sûr. Ah ouais. Donc en gros j'ai toujours fait les brocantes et j'ai toujours aimé me vendre. Faire l'affaire, c'est excitant. Et Donc, à voilà. l'école, qu'est-ce que ça donnait alors? Tu étais plutôt bon? Non? Au grand fléau de mes parents, qui ont d'ailleurs beaucoup eu la culture africaine sur leur partie scolaire. Ah, pour eux, il fallait des diplômes, des diplômes, des Ouais. diplômes, des diplômes. Mon père, il fallait que j'aille à l'école absolument, donc c'était une catastrophe pour moi. En plus, j'étais le premier, il a mis beaucoup d'espoir en moi. J'étais pas du tout bon à l'école, c'était une catastrophe. Vraiment, c'était une cata. Qu'est-ce qui te plaisait pas ou qu'est-ce qui n'allait pas? Moi, je suis un esprit libre. Et en fait, si tu veux, aujourd'hui, j'ai ça. Et d'ailleurs, c'est horrible parce que les gens vont prendre ça pour de l'arrogance ou du je m'en foutais. Mais moi, si tu ne m'intéresses pas, mon cerveau part. Mais c'est horrible. Genre, c'est. Et on va dire, ouais, ils sont. En fait, je suis comme ça depuis que je suis petit. C'est pas être HPI ça? Si je dis pas de bêtises? Je sais pas, tu Tu sais. mets pas d'étiquette. Non, non, je Vaut suis mieux très. Je suis très, tu vois, comprends. tu sais, moi, je vois toujours des parents, et ça me fait sourire parce que c'est mignon, mais qui voient leur enfant et qui disent, Ouais. oui, mon enfant, il est HP, mon enfant, il est ceci. Moi, je peux te dire qu'à l'école, j'étais un cancre. J'étais loin d'être HP ou quoi que ce soit, Mhm. j'étais juste nul. C'était pas pour toi. Non, c'était pas pour moi et j'ai mon esprit du coup qui part. Dès que je suis pas, dès que ça ne m'intéresse pas, il part. Mon premier job, je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça, et c'était donc dans une cuisine, donc voilà, en tant que commis. En tant que commis? Oui, oui, classique. Putain, c'est marrant que t'es passé de commis à ce que t'es aujourd'hui, c'est improbable. Ouais. Bah écoute, il faut bien commencer quelque part, surtout à 14 ans. Comment c'était? Mais à 14 ans, même, je crois qu'en France, c'est pas légal de travailler. En Suisse, oui, mais. Je crois- Alors, si je te dis pas de bêtises, peut-être je me trompe, peut-être c'est 15 ans. Mais en réalité, moi, c'était totalement légal quand j'ai commencé à travailler. J'étais en job étudiant, rien de plus classique. Comment c'était le travail en tant que salarié? Comment tu l'avais Même vécu? problème qu'à l'école. Alors, ton truc? je pense pas que j'étais un mauvais enfant. En fait, dès qu'on me donnait une tâche qui était intéressante à mon sens, alors là, tu as 100% de mon attention. Qui dit 100% de mon attention dit que ça va bien se passer, que ça va être cool, et que je peux même apporter beaucoup de valeur. Si ça m'intéresse pas, c'est horrible, mon esprit part dans tous les sens, et là, c'est de nouveau rebelote. J'ai la capacité, et d'ailleurs, c'est ce que je dis aux gens autour de moi, je dis, bah écoute, ouais, si je suis aujourd'hui avec toi, c'est pas vraiment parce que je t'aime bien, parce que je suis avec toi. Sinon, je ne le fais pas. J'ai la capacité de pas faire du politiquement correct et je ne fais que ce qui me plaît. Le job que j'ai fait le plus, c'était dans une abbaye. Donc, nous, en Belgique, il y a quand même pas mal d'abbayes. Et on a l'abbaye de Maretsu, peut-être tu connais, où le fromage est quand même assez D'accord. diffusé. J'étais là-bas en cuisine, j'étais super bien, et c'était cool. Donc, Là, voilà. ça te plaisait quand même. Ouais, c'était cool parce qu'il y avait, en fait, il y avait une grosse charge de travail, mais vraiment énorme. Où en fait, on devait sortir un maximum de croque-monsieur, de lasagne, enfin de trucs comme ça, en un laps de temps très court. Et alors, il y avait un endroit qui était la cuisine chaude où les meilleurs, on va dire, étudiants étaient appelés. Et du coup, là, tu pouvais envoyer fort et c'était chouette. Du coup, je trouvais ma zone de plaisir dans le fait d'avoir une zone importante et un challenge, quoi. Dans le rush, tu te sentais bien. Parce Ouais. que le rush, c'est ce qu'on, pour ceux qui connaissent pas, en restauration, quand il y a beaucoup de monde, on appelle ça le rush. Je suis à l'aise que dans le chaos. Ah ouais. Ouais, je crée des chaos tout seul. Je ne supporte pas le. Ah, c'est marrant. Parce que souvent, on dit, il vaut mieux t'organiser. Moi, j'aime pas ça. Je m'ennuie. C'est le Et- chaos qui te drive. Oui, c'est le chaos qui me drive. Tout à l'heure, j'ai visité une boîte.
tout était rangé comme chez les Parce que Playmobil. pour donner du contexte, Ah oui. on devait se voir entre guillemets plus tôt, Ouais. mais il avait un rendez-vous pour une visite de boîte qu'il devait potentiellement racheter. Je me dis, mais elle est où la croissance, il est où le volume, il faut pousser les murs. Enfin, tu vois, moi je suis là pour créer, pour développer. Et j'ai besoin d'une KO. Je ne suis pas à l'aise. Qu'en fait, quand c'est trop rangé, je me dis, il faut casser, il faut faire plus. Tu vois, ça doit pas être fini. Jamais un instant T, je suis en train toujours d'élargir les murs, toujours élargir. La Voilà. croissance est dans le chaos. Ouais. En fait, si tu veux, la BI, et c'est d'ailleurs ça qui a guidé mes boîtes pendant des années, et qui les guide toujours aujourd'hui, en fait, ils avaient un modèle très particulier. Donc, c'était un flux de travail qui était quand même énorme. Et du coup, il y avait 25 permanents, donc 25 personnes qui étaient là fixes, Ah et oui. plus ou moins 250 étudiants. C'était un gros truc. Aujourd'hui, je travaille de la même manière, où j'ai très peu de personnel fixe comparé au volume d'étudiants qui sont toujours là pour pouvoir du coup proposer un service pour pouvoir travailler. Comment tu as démarré dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'après l'ABI, tu as eu d'autres travails? Alors oui, bah en fait après Ah, tu n'as pas été entrepreneur encore, d'accord. Non, Donc, ouais, il y a eu moi, quand même du je chemin. suis venu entrepreneur à 20 ans, 21 ans. Putain, c'est fou, tout ce que tu as réussi à faire alors en à peine 5-7 ans quoi. Ouais. De 18 à 21 ans, du coup, j'étais cuisinier. Et là, j'ai escaladé un peu. Donc, je suis passé de cuisinier à chef de partie, enfin donc responsable des desserts et des entrées, puis second, puis chef. Et puis, je me suis rendu compte que je passais les commandes, que je faisais les menus et qu'au final, bah, j'avais toujours pas évolué en termes de salaire. Et j'étais plus stimulé, donc qui dit des intérêts, des changements de personnalité, comme à chaque fois en fait, dès que j'ai plus d'intérêt, je T'arrives change plus. direct. Oh non, j'y arrive plus direct, mais c'est horrible. Tu gagnais combien à cette époque-là? Alors, moi, je travaillais beaucoup et je travaillais des fois 6 sur 7, donc je pouvais gagner jusqu'à 2400 € par mois. Pendant cette période-là, j'ai perdu 50 kilos. Je faisais plus ou moins 135 kilos et je suis descendu à 80-85 kilos. À la fin, quand je finis mon job de cuisinier, je suis bien. Pourquoi? Parce que j'ai perdu mes 50 kilos, j'ai mis de l'argent de côté, donc moi, je mettais 80% de mon salaire de côté quand je travaillais. Ouais, parce que tu vivais chez tes parents. Ouais, exactement. Et là, je me dis, bah, tu sais quoi, j'essaie de lancer une agence de location de voitures. Ah, t'as commencé avec ça? Ouais. Et c'était un j'aurais flop. pensé que tu serais resté dans la restauration. Non, T'as non, floppé, flop ok. total. Le mec, il voulait. En fait, j'ai toujours été passionné de voitures. Et du coup, je me suis dit, tiens, comment faire pour avoir des belles voitures? Et je me suis dit, tiens, lançons là-dedans. Et en fait, c'est une très mauvaise idée pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un secteur qui est très à risque. La deuxième, c'est que ça demandait des capitaux que je n'avais pas. Et la Ah, troisième, c'est t'avais que de ça l'argent de demandait... côté? Oui, mais j'avais 30 000 €. Ça demandait également des assurances que je n'avais pas étant donné mon jeune âge. J'avais 20 ans ou 21 ans à ce moment-là. Je me suis retourné vers un autre business qui était donc un peu en tendance à cette époque-là, qui était donc la livraison de box à domicile. La livraison de box, Ouais. c'est-à-dire? Donc on livrait des box à domicile de tout. Tu sais, il y a des gens, ils ont fait dog chef, donc la nourriture pour chien, la nourriture pour chat. Il y avait des box cadeaux. Enfin, il y avait plein de types de box et il y avait une box qui me plaisait bien, qui était la box avec ingrédients pour pouvoir recevoir directement à la maison les ingrédients pour pouvoir cuisiner. Et en fait, moi, je me suis dit, ça serait bien de créer l'étape d'après. Donc, les plats déjà cuisinés, livrés à domicile. C'est là en fait que j'ai eu ma première idée de business et que j'ai créé ma première entreprise qui s'appelle donc Freshio. Comment t'as eu cette idée-là? Regardant le marché et comme je dis toujours, quand les gens veulent entreprendre, quand j'ai créé Freshio, ma vision était simple, c'est de créer des plats livrés directement à domicile pour sportifs. J'avais perdu 50 kilos et donc j'avais fait des études de cuisine et j'avais travaillé en cuisine. Donc lions ces deux compétences-là, je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de chefs de cuisine qui ont perdu 50 kilos et ça serait bien d'aller proposer mes services du coup aux sportifs. Ça a été un flop T'as encore trouvé... une fois. Ah, c'était un flop. Encore D'accord. une fois, de nouveau, flop. J'ai commencé en fait la cuisine dans la cuisine de ma mère. Donc moi j'ai vraiment commencé avec 1500 €, pas plus. Parce que tout l'argent que j'avais mis de côté, à l'époque je m'étais fait un petit plaisir, j'avais acheté une voiture avec. T'as acheté quoi? Donc voilà, j'avais acheté une BMW série 1. Mais bon, la voiture est morte sur le business parce que au final, tous mes premiers clients et toutes mes premières livraisons, je les faisais avec ma voiture. Et Ouais. donc elle a fini, la pauvre, avec je crois 280 000 km. Tu cuisines chez ta mère. Ouais. Mais attends, mais comment tu trouves les clients? Comment ça se passe? Bon, à la base, super simple. Et j'ai toujours aux gens de jamais se prendre la tête. Je crée du coup des menus, je poste sur Facebook tout simplement. Ensuite, on passe à l'étape d'après, je crée un site internet, on fait des photos et je commence ce qu'on appelle du coup la publicité digitale. Et directement, ça a pris, t'as eu des clients. Ouais, parce que en fait, je pense que le meilleur ambassadeur pour tes clients, c'est tes clients. Et qu'en fait, ce que je faisais comme nourriture était assez bon et répondait à un vrai besoin. Et donc derrière, ça a permis du coup d'accélérer. Par contre, bah, évidemment, les sportifs, ça n'a pas été du coup un franc succès, mais je me suis tourné vers les amis, avocats, médecins, ingénieurs. Et là, par contre, la sauce a commencé à prendre. Et là, ça a commencé vraiment à être. Bah, ça fait 7 ans que je suis dedans. À être dans le chaos. Ça fait 7 ans que je suis dans le chaos. Je me rappellerai toujours de mes premières ventes Shopify. J'y croyais pas vraiment. Je regardais le téléphone, je rafraîchis, etc. Bonheur. Je dis toujours la meilleure année de ma vie, c'était 2019. 2019, C'est là où t'as eu le succès. Ouais, c'est la première année où j'ai eu un peu de succès, j'ai pu acheter ma première voiture, enfin faire mes premiers trucs, etc. Après, tu sais, je dis toujours à des gens, je dis il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Même aujourd'hui, je suis pas du tout, je suis encore loin de mon prime. En France, en Suisse, il n'y a personne qui me connaît, tu vois. Ouais, Donc, bah moi, je te c'est connaissais bien, pas. Mais ouais. tu vois, c'est très bien. Parce que je l'ai découvert de par un contact en fait. Qu'est-ce que tu as fait quand tu as commencé à gagner de l'argent?
Tu sais, quand ça a marché. Et même combien tu gagnais à ce moment-là quand ça a marché? Capitaliser. Capitaliser, ok. C'est ce Tu que- pourrais ce qu'on expliquer disait. un Ouais, petit bien peu? sûr. En fait, si tu veux, je pense que ce qui se passe, on en parlait rapidement off, mais les gens n'ont pas vraiment compris le système économique dans lequel on vit, en tout cas en France, en Belgique ou en Suisse, où on se demande pourquoi il y a autant de taxes pour sortir l'argent en perso. Une entreprise n'est pas faite pour t'enrichir toi en tant que propriétaire d'entreprise, enfin si, on va dire sur le long terme, mais en fait elle est faite pour enrichir le pays et du coup s'enrichir elle-même. Et donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai réinvesti en fait l'intégralité de mes profits, donc capitalisé dans l'entreprise pour assurer son développement. Ce qui fait qu'à 25 ans, j'avais 100 personnes qui travaillaient pour moi. Salarié? Ouais. Le bâtiment qui est derrière toi, c'est un peu votre tour Eiffel ici. Ouais, on peut voir ça comme ça. Comment est-ce que ton entreprise essaie de développer petit à petit? J'ai écrit Fresheo, donc c'est le nom de mon entreprise, ou Marvin Diaye. Là, tu verras, il y a énormément, je crois que je dois avoir aujourd'hui peut-être 200 articles donc dans la presse locale, et ce qui fait que ça a fait beaucoup de publicité gratuite pour la marque. Et il n'y a rien à faire quand tu vends de la nourriture qui est qualitative. Et à côté de ça, en gros, tu fournis donc une communication importante, ça grandit. Hein. C'est quel type de nourriture que tu vends? Alors on a 3 gammes de plats. On a les plats classiques, donc qui sont des classiques de la cuisine française belge. On a des végétariens et on a des plats sportifs. Une aventure humaine, tout ça. Tout ce que je suis en train de faire sur Terre. Et oui, j'ai cette capacité de créer de l'argent, donc de créer de la valeur. Mais derrière, ce qui est satisfaisant, c'est les équipes, c'est ce que tu crées, c'est les deals, c'est toutes ces interactions humaines en fait. C'est ça je pense que c'est ça le vrai but de la vie. Et c'est d'avoir un maximum d'interactions humaines qualitatives et d'apprendre et de s'informer, de s'éduquer. Ma mère, j'aurais beau avoir fait n'importe quoi pour elle, le seul truc qui compte, c'est mon fils. Le vrai cadeau que ma mère a eu de ma part, qui n'est pas, enfin qui est un cadeau commun, Ouais. c'est mon fils. Et souvent, ça montre en fait dans quoi je suis né, tu vois. Moi, ma mère, j'aurais pu lui offrir une maison, une voiture, etc. Elle s'en fout royalement. Ça ne l'intéresse pas. En fait, ce qui l'intéresse, malgré ce qu'elle a vécu dans le passé, ce qui l'intéresse, c'est mon fils. On n'a jamais rêvé à avoir une voiture ou un machin. On a connu une partie de ça de notre vie. Ça n'a pas rendu mes parents plus heureux, au contraire. Ma mère disait toujours plus d'argent, plus de problèmes, plus d'argent, plus de problèmes. Donc on sait que l'argent ne crée pas le bonheur. Ce que je suis aujourd'hui pour ma mère, tu lui diras bah ouais, c'est normal, c'est mon fils. Donc elle dira rien d'autre. T'as jamais eu l'objectif de devenir riche en fait, toi? J'ai toujours eu l'objectif de devenir riche. Pour pouvoir aider un maximum de personnes. C'était pas de l'argent qui t'intéressait? Non, et je suis totalement décorrélé de l'argent. Je m'en fous en fait. Mais c'est normal que j'en ai parce que j'en ai besoin pour aider. Et donc en fait, c'est devenu dans ma tête normal en fait. Genre, je suis obligé de gagner beaucoup d'argent. Je suis obligé de vouloir, par exemple, tu vois, un de mes objectifs, c'est de devenir milliardaire. Je suis obligé. Tu veux devenir milliardaire? Ouais. Et ça va se faire parce qu'en gros, si tu veux, je suis obligé, j'ai un plan pour faire ça. Alors si je n'y arrive pas, ça fait pas moi une mauvaise personne, ça fait de moi quelqu'un qui essaie d'arriver à cet objectif et qui peut-être par les choses de la vie parce que je suis malade, si j'ai d'autres priorités, enfin s'il y a plein de trucs qui se passent, je pourrais peut-être pas y arriver. Ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est mon objectif et je travaille vers ça. Parce que je pense que je vais pouvoir créer beaucoup de valeur et toute cette valeur, ça crée beaucoup d'opportunités et je peux donner beaucoup d'opportunités. Tu sais, aujourd'hui dans mes boîtes, on a eu la chance de donner pas mal d'opportunités à des gens qui ne se seraient pas retrouvés dans ces positions-là si c'était pas moi qui gérais. Toi, tu vois vraiment l'argent comme un moyen et pas comme une finalité, si je comprends bien. Non, ouais, c'est juste un moyen l'argent. Le but, c'est pas d'être l'homme le plus riche du cimetière. Ça a été quoi les moments difficiles dans ton parcours, s'il y en a eu? Je pense qu'il y a eu que ça, et encore maintenant, je pense que la seule vraie force de tout ça, c'est d'avoir un optimisme constant qui me porte et qui derrière, pour moi, même en Belgique, il y a un moment où la pluie s'arrête. Donc, même ici, même attention. ici. Mais c'est Attention. vrai que tu as quelque chose en toi de très positif. Ouais. Il y en a des fois qui vivent des choses beaucoup moins graves que toi. Tu as quand même eu le décès de ton père. Ils ont été pauvres, ils ont été riches, ils ont été pauvres. Toi, tu as eu des grosses montées, mais même les grosses montées, certains les vivent très mal. Hein. Il y en a qui gagnent beaucoup d'argent, mais en fait qui le vivent très mal. Toi, globalement, tu as toujours une espèce de positivité comme ça. En fait, je pense que le plus important, encore une fois, c'est la personne que tu es. Les événements extérieurs ne sont que des paramètres d'ajustement. Et en fait, moi, tu verras, tu me verras pareil, avec moins 10 millions ou plus 10 millions en plus sur mon compte. En fait, ça va rien changer parce qu'il y a la personne que tu es. Et ça, c'est intrinsèque. En fait, tu peux pas changer une personnalité. Je crois que de toutes les personnes que j'ai interviewées, tu es peut-être celui qui gagne le plus. Mais pour autant, c'est pas une question sur l'argent que je viens de te poser, c'est plus comment on devient une bonne personne en fait, selon toi. Tu vois? Parce que en fait, j'ai l'impression que tu en as tellement rien à faire de l'argent. Et puis même quand je t'interviewe, ce que je ressens, c'est plus ta personnalité. Bien plus que l'argent ou je sais pas quoi. Mais c'est vraiment ta personnalité fondamentalement et ton côté très positif qui est impressionnant. Comment on devient une bonne personne alors? Comment on devient une bonne Donne-nous le personne? secret. Alors, je pense que vraiment, tu deviens une bonne personne quand tu comprends que t'es pas venu sur Terre, et je pense que c'est ça que je reproche beaucoup aux gens de Dubaï. Je pense que t'es pas venu sur Terre pour être égoïste.
Tu es venu sur Terre pour apporter de la valeur aux autres et redistribuer. Et en fait, pour moi, un bon contributeur sur Terre, c'est quelqu'un qui contribue à ce que ça se passe bien pour tout le monde. Et en fait, pourquoi j'aime pas la position, par exemple, des gens de Dubaï, c'est moi. Genre, en gros, c'est mon argent, c'est moi qui décide, je veux pas aider l'État, je veux pas aider ça. En fait, c'est une dimension très égoïste et solitaire. Alors qu'en fait, la beauté du monde et la beauté en fait de notre écosystème global, ce qui rend heureux les gens. Tu vois, pourquoi tout le monde dit que New York c'est une ville fantastique? T'as déjà été à New York? Non, jamais. Tu vas aller à New York, tu vas voir. C'est une des villes où il y a le plus de monde sur Terre. Ce qui rend les gens humains, et ce qui rend les gens heureux, c'est le contact des autres. Et donc, c'est de contribuer à l'économie globale. Et je pense que pour être une bonne personne, il faut essayer de vouloir faire du bien aux autres et vraiment être concentré que sur ça. Si tu fais du bien aux autres, tout va venir tout seul. L'argent, les gens bien. Tu sais, j'ai un entourage aujourd'hui, on parle de mon argent, mais moi, ce qui me rend vraiment riche, c'est les gens qui sont autour de moi. C'est les gens, mon entourage, il est exceptionnel. On va visiter un peu les bureaux à Bruxelles. Ouais, c'est pas loin. Parce que là, on est encore à Bruxelles. Ouais. Enchanté. Bonjour. Tu fais de la food. Ah oui, je fais de la food. Voilà, il y en a pas beaucoup qui font de la food à Bruxelles. Non, c'est vrai. Nous, on en fait aussi. Mais en fait, longtemps, je savais même ça sur Instagram. Ouais. Il m'a dit que tu as beaucoup de. Je suis désolé. Bon, À chaque fois, je montre la même chose aux gens. Je rigole, vous les gens qui arrivent percés, c'est normal. Vous, les gens de là-haut, tu vois. Nous, on est les petits. Voilà. Le but, c'est de faire un peu le nouveau Starbucks en Europe. Non, voilà. Si c'est des bureaux du coup de Ultra. C'est pas tous tes bureaux, parce que des bureaux, t'en as Ouais, j'ai plusieurs endroits. Avec Ultra, ce qu'on fait, si tu veux, c'est qu'on aide les entrepreneurs à scaler leur business. Et en fait, du coup, on a des cours qui sont ici, comme des cours d'école. Donc, tu vois, en l'occurrence, là, ça m'intéresse. On fait des journées, du coup, ici. T'es OK pour dire combien coûte la place? Oui, bien sûr. La place pour Universal Business, c'est 2 000 € et la place pour le Mastermind, c'est 25 000 annuels sur demande. Le but, c'est de rencontrer un maximum d'humains grâce aux immersions. La semaine passée, non, il y a 2 semaines, j'ai rencontré un chirurgien, la personne qui a fait le coffre-fort de l'hôtel de Paris à Monaco. Et en fait, ça m'enrichit personnellement incroyablement. À travers les rencontres? À travers les rencontres, ouais. Je rencontre des gens qui sont spécialisés dans le traiteur italien, des personnes qui sont dans la coiffure, des personnes qui sont dans les banques, des personnes qui sont dans la bijouterie. Aujourd'hui, tu as combien de bureaux ou de zones de production? Il y en a tellement, monsieur ne sait plus. Non, je réfléchis parce qu'en fait, tu vois, tu en as qui sont sur 2 morceaux, on va dire 4. Donc, voilà. Et quand tu as démarré, tu étais dans la cuisine de ta mère. Comment ça s'est passé petit à petit en fait pour arriver à ces 4 structures? J'étais chez ma mère, j'ai été dans un garage, puis ensuite j'étais dans une cuisine partagée. C'est là que j'ai déménagé à Bruxelles, parce que c'est le seul endroit en Belgique où il y avait des cuisines partagées. Pendant le Covid, j'ai pu du coup m'associer avec un traiteur pour pouvoir prendre l'espace qu'il avait plus suite au fait que les mariages étaient au ralenti. Et ensuite, j'ai pu acheter mon propre entrepôt. C'est magnifique. C'est un des ateliers et des choses où je suis le plus fier. On a une cuisine qui ressemble à une pharmacie, c'est propre, c'est nickel. Enfin bref, j'adore cet endroit. Et ensuite, derrière, les autres boîtes, je les ai rachetés. Tu as combien de personnes aujourd'hui qui travaillent pour toi? Si t'es OK pour le dire. Bien sûr, une petite centaine. Finalement, ça n'a pas tant évolué que ça sur ces dernières années. En fait, grosso modo, j'avais une période start-up. Moi, c'est ça qui s'est passé. Donc, start-up, ça veut dire quoi? Créer en fait un maximum de valeur, de croissance rapidement. Et pour ça, j'étais en sureffectif. Mais vraiment important. J'avais des gens partout. Et des gens responsables de la boxe. Ouais, sur chaque tâche avec quelqu'un. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2023, pour la première fois dans ma carrière d'entrepreneur, je n'ai pas grandi. Je n'ai pas fait 100%. Donc, je me suis retrouvé au milieu de l'année en n'ayant pas fait 100% de croissance. Et c'est là qu'en fait un ami m'a parlé de l'acquisition externe. Et c'est là que j'ai commencé. C'est quoi l'acquisition externe? Acheter les sociétés. Ok. Donc en fait, acquisition interne, c'est pub digital ou acquérir des clients de manière naturelle. Via ta propre entreprise. Exactement. Et acquisition externe, c'est en fait acheter les autres pour acheter la croissance. Et dans un marché qui est en récession, moi j'ai commencé à acheter. Et cette année, pour te donner ordre d'idée, on en a acheté 4. Wow. T'as combien d'entreprises aujourd'hui en totalité? Sincèrement, parce que le problème c'est que t'as les holdings, t'as les trucs. Enfin, j'ai envie de te dire petite dizaine. Chaque entreprise a une valorisation d'à peu près. Il y a une moyenne. Je peux pas te dire à combien est valorisé mon groupe aujourd'hui parce que je te raconterai n'importe quoi. Donc voilà, parce que j'ai des acquisitions qui vont se terminer ici, donc qui vont changer la valorisation. À un moment T maintenant, dans 2 mois, c'est déjà quelque chose de différent parce qu'on a quand même pas mal de cas d'acquisition. Donc ce que je peux te dire, c'est que ça dépasse 10 millions d'euros largement, tu vois, et que derrière, en gros, on a beaucoup d'actifs, quoi. Monsieur a écrit un livre. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter ton petit livre? Moi, j'ai vu sa couverture. Alors c'est vraiment là, monsieur est beau gosse, hein, sur la couverture. Écoute, attention. On s'est quand même investi. On ressemble pas à... Tu vois, la petite photo. Donc tu vois, ça c'est le livre, ça c'est en vrai. Tu vois, donc le mec. T'as mis Fauché à 18 ans, millionnaire à 23. Ça ferait un très bon titre de vidéo YouTube. C'est vrai ça. Qui va faire un titre comme ça en francophonie? Ah, c'est vrai. Tu sais, ça fait vraiment américain en fait. Ouais, tu sais que quand j'étais à la Fnac, j'étais gêné de demander mon livre.
Tu m'étonnes. Est-ce que vous avez le livre Fauché à 18 ans millionnaire à 23 ans? Tu vois, c'est bien, il fallait un titre un peu atypique. C'est un livre qui parle de la méthode, donc comment j'ai développé Freshio. Et surtout, c'est un livre pour moi de développement personnel. En fait, tu sais, aujourd'hui, tu n'es l'effet cumulé que de tes décisions. Et ce que j'explique aux gens, c'est que dans ta vie, ton rôle, c'est de prendre un maximum de décisions avec bon sens et long terme. Par exemple, tu vois, aujourd'hui, on n'est pas en train de faire une petite vidéo. Non, on est en train de faire les prémices peut-être de tes tournages de films. Ouais, exactement. Voilà. T'as vraiment la grosse vision à chaque fois, Tout le en temps. tête. Mais j'ai pas peur de faire les petites actions de merde. Je peux être en train de racheter une boîte, comme c'est déjà arrivé à plusieurs millions. Et en même temps, le matin, tu peux me voir à 2h du matin en train d'aller aider un de mes ouvriers à faire la soupe. J'ai pas de gap entre les deux parce que la mission est la même. Est-ce que tu as ressenti du racisme en tant que noir dans l'entrepreneuriat? Alors te dire non, ça serait hypocrite de ma part, mais te dire que c'est une excuse pour ne pas arriver à ce qu'on veut faire, ça serait une excuse. Et j'ai pas envie de donner des excuses plus jeunes ou plus vieux peut-être qui nous regardent aujourd'hui. Donc évidemment, la règle et la phrase, tout le monde la connaît, il faut travailler 2 fois plus dur, il n'y a pas de secret. Mais derrière, ça te démontre que je pense que si tu es vraiment professionnel, si tu apportes vraiment de la valeur, et si tu essayes de t'adapter au code des gens dans lesquels du pays tu travailles, je pense que ça peut marcher concrètement. Donc oui, il est omniprésent, je le vois. Tu sais, j'ai encore recherché un appart il y a quelques années. Oui, il y a des problèmes quand tu loues un appartement, même quand tu cherches des appartements avec des loyers qui sont, à mon sens, exorbitants. Mais derrière, il n'y a rien à faire. Je pense qu'au bout d'un moment, si tu connais ta valeur, si tu veux montrer ta valeur au monde, il n'y a que toi qui peux te mettre la limite de ne pas être exposé au grand jour.